I can, yes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une émission spéciale en effet après le drame d'Imola, après cette succession tragique, a-t-on ressenti, succession tragique d'accidents. La mort samedi de l'Autrichien Roland Ratzenberger, celle d'Ayrton Senna dimanche, dont la dépouille est transportée en ce moment même vers le Brésil, où auront lieu jeudi des funérailles nationales. Une émission spéciale pour tous les gens qui sont passionnés par la Formule 1, ceux qui font la Formule 1, et beaucoup d'entre eux sont avec nous sur ce plateau ou en duplex de plusieurs endroits dans le monde, vous le verrez. Et nous sommes ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé le week-end dernier, et puis essayer de savoir avec nos invités ce qui peut être fait pour que la course continue, pour qu'elle ne devienne pas, comme on l'a beaucoup dit depuis quelques jours, une course à la mort. La mort de Senna, un choc terrible pour tous ceux qui le redoutaient sur la piste, qui l'admiraient en tant que pilote. On a beaucoup dit qu'il courait toujours à 100% de ses possibilités, qu'il avait trois passions, Dieu, la Formule 1 et le Brésil. Je voudrais commencer cette émission, avant de vous présenter nos invités, avec Gilles Pernet qui présente cette émission avec moi, je voudrais commencer avec un document. Le troisième titre d'Ayrton Senna, c'était en 1991, troisième titre de champion du monde. Et il y a un endroit où il n'avait jamais gagné, c'était chez lui, au Brésil. Regardez ce document, les cris de douleur et de joie, où au moment où il franchit victorieux pour la première fois la ligne d'arrivée d'un Grand Prix du Brésil, le 24 mars 1991. Life reserves unbelievable days for you, unbelievable surprise. As much as I had a surprise and a wonderful day when I won my first Grand Prix in '85 and then my first championship in '88, today I also had a memorable day, a memorable weekend, and I'm sure this is not the last one. I'm sure there is a lot more to come, and as long as we can do it, we'll keep on going. That I was blowing up, basically in pieces. I was shouting, and I was really emotional. I had love, I had hate, I had pain, I had pleasure, I had anxious animosity. I had all the feelings I think a human being can have to a level that nobody can experience, and that's what keeps us going. That's what keeps us doing it time after time, and I hope it's not the last one either.
Voilà la première victoire d'Ayrton Senna chez lui au Brésil en 1991. Et on comprend en voyant ce reportage, Gilles Pernet, que c'était un homme hors du commun. Il était vraiment hors du commun dans la Formule 1, comme on le dit. Oui, absolument. On a tous une grande tristesse parce que dans ce document, on voit bien la double personnalité de Senna, le gagneur acharné, enfin ce type qui voulait toujours aller au bout de tout et qui était finalement très sensible. Bon, Alain qui est là le connaissait bien. Je pense qu'il l'a mieux découvert vraiment récemment. Je crois qu'ici il y a un certain nombre de confrères qui sont avec nous, qui le connaissaient. Je pense à Lionel en plus qui était son pote. Je crois que vraiment, ce personnage a été mal connu. Il est arrivé dans la F1. Moi, je l'ai connu en 85. Il était très très marginal. Il donnait l'impression. C'est un homme qui se battait tout le temps pour gagner. Voilà, et puis même d'en faire finalement, un peu trop. Comme beaucoup de ceux qui sont avec nous ce soir. Alors maintenant, on peut présenter un peu tous ceux qui sont là. Alain Prost, bien sûr. Vous êtes le plus titré. 4 titres de champion du monde. On vous a entendu beaucoup depuis l'accident et pendant la course que vous commentiez sur TF1. On a vu votre émotion au moment où ça s'est passé. Nous rejoindrons dans un instant, je ne sais pas si nous sommes en liaison encore avec eux, pas encore, le président de la Fédération internationale de l'automobile, Max Mosley, le patron de l'écurie Benetton, qui est actuellement leader du championnat du monde après les 3 victoires de Schumacher. Ils sont tous les deux à Londres, on les verra dans un instant, puis beaucoup de monde sur le plateau. Présentez-nous tous les gens qui sont là, Gilles. Voilà, alors on a essayé de réunir les gens les plus compétents dans le domaine de la Formule 1, à commencer par Jean-Pierre Jabouille, que tout le monde connaît, qui a fait une grande carrière de pilote, autant en Formule 1 que dans diverses courses, et qui maintenant a un rôle technique très important, puisqu'il est le directeur de Peugeot qui a fait son arrivée en Formule 1. Gérard Larousse à côté de lui. Gérard Larousse également le même profil, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir son témoignage. Gérard, grand pilote, qui a fait beaucoup de rallyes, qui a aussi fait beaucoup de courses d'endurance et qui maintenant a été après directeur technique chez Renault et qui maintenant a sa propre écurie de Formule 1. À côté de lui, Jean-Louis Moncey, que vous connaissez évidemment si vous suivez la Formule 1 puisque c'est lui qui commente les Grands Prix. Philippe Streff évidemment, grand pilote de F1 qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous. Ensuite, derrière, il y a le professeur Saillant, que tout le monde connaît, qui est une grande sommité dans le domaine de la chirurgie réparatrice. Philippe Alliot, Johnny Reeve, qui nous a rejoint aussi, qui est une véritable bible de la Formule 1, qui travaille à l'équipe depuis très longtemps. Paul Belmondo, derrière, Olivier Panis, Jean-Pierre Beltoise, Lionel Froissart, le docteur Chassan. Docteur Chassan, qui a été l'auteur de la première et la seule thèse médicale consacrée à la traumatologie des Grands Prix, dans les Grands Prix. Et Patrice Burkhalter, qui est aussi de l'AFP, enfin qui est un confrère qui est sur tous les Grands Prix que l'on connaît bien. Je voudrais, Gilles, peut-être qu'on commence en demandant à Philippe Streff. Vous avez vous-même eu un accident grave en 1989 et vous êtes toujours passionné par la Formule 1. Vous êtes Philippe, vous allez à tous les Grands Prix, vous étiez avec Senna samedi, vous étiez à Imola ce week-end. Comment on peut être passionné à ce point par un sport comme la Formule 1 ? Bien, comme je l'ai souvent dit après mon accident, je ne regrette pas même le fait d'être tétraplégique maintenant. Les 10 années que j'ai passées dans le sport automobile en général, que ce soit le karting, la Formule 3, la Formule 2 et la Formule 1. Et même en étant dans cet état maintenant, je continue de vivre ma passion. Je dirais un petit peu par procuration, mais la passion est toujours là. Alain Prost, vous, cette passion, vous l'avez aussi. Vous avez abandonné. Pourquoi vous avez arrêté la Formule 1 ? J'ai arrêté pour diverses raisons. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire de l'année dernière, mais puisqu'on est aujourd'hui dans un débat quand même bien centré sur ce qui s'est passé à Imola. Non, mais est-ce que la passion s'en va ? C'est ça que je voulais vous demander. Une des raisons pour lesquelles je me suis arrêté, c'est pas du tout le manque de passion, puisque je suis toujours passionné moi aussi. On peut pas couper du jour au lendemain une passion qui dure depuis 20 ans et même plus, parce que c'est pas parce qu'on pratique plus qu'on n'est pas passionné. Au départ, j'étais passionné sans pratiquer, bien entendu. Non, l'année dernière, j'ai eu un petit peu un manque de confiance. Certainement un petit peu en moi-même, un petit peu à la technique et un petit peu aux instances dirigeantes. Alors tout à l'heure nous parlerons sans doute avec Max Mosley que nous rejoindrons à Londres. Pour l'instant on n'a toujours pas la liaison technique, mais je voudrais qu'on commence avec un autre reportage. Vous savez que depuis 12 ans, nous, spectateurs, vous savez que je ne suis pas moi-même un spécialiste de TF1, je suis comme vous un spectateur. Quand on regarde des courses de Formule 1, on voit des voitures qui font des cabrioles invraisemblables. Et depuis 12 ans, il n'y a jamais eu d'accident mortel en course.
Il y a eu un accident. Elio D'Angelis s'est tué en essayant une voiture. Au circuit du Castellet. Il n'y a pas eu d'accident mortel en course. Et on commençait tous à croire finalement, je ne sais pas si les pilotes le croyaient ou les constructeurs ou les patrons d'écurie, Jean-Pierre Jabouille, Gérard Larousse nous le diront tout à l'heure, commençaient à croire que les pilotes étaient invulnérables, que les voitures étaient parfaites et que les mesures de sécurité, eh bien, jamais on ne pourrait passer à travers et que tout était parfait. Et puis il y a eu Imola. Regardez ce reportage de Jean-Louis Bernardelli. Grand Prix d'Italie à Monza en 90. Warwick sort de la piste, détruit sa voiture contre le rail, se retourne alors que se déclare un début d'incendie. On l'imagine au minimum grièvement blessé. On craint même le pire. Rien du tout. Derek sort de sa voiture, tout seul, court vers son stand et monte dans sa voiture de rechange appelée le Mulet, persuadé que la course sera arrêtée et qu'il pourra repartir. Belle démonstration de flegme britannique et de sécurité. Dans le même registre, c'est-à-dire merci à la chance et aux voitures indestructibles, voici Gugelmin au Paul Ricard, Gerhard Berger à Imola, encore Warwick à Hockenheim et enfin Fittipaldi à Monza. Miraculé peut-être, mais vivant certainement. En tout cas, on a pu croire qu'en Formule 1, on ne pouvait plus se tuer. À Imola, vendredi dernier, tout commence par un autre miracle. Le Brésilien Barrichello s'en tire avec une fracture du nez. Le samedi, premier drame. L'Autrichien Roland Ratzenberger s'écrase contre le mur juste avant le virage de Tosa à 250 km/h. La coque intérieure de la voiture, c'est-à-dire la cellule de protection en carbone Kevlar, a éclaté. Le pilote est probablement tué sur le coup. Dimanche, au départ du Grand Prix, nouveau miracle. Leto a calé. 6 voitures réussissent à l'éviter, mais Pedro Lamy l'accroche. Leto et Lamy sont vivants. Dimanche, 7e tour du Grand Prix de Saint-Marin. Senna sort de la piste à 305 km/h. En 92, en Belgique, Senna était arrivé le premier sur l'accident d'Eric Comas. Il s'était arrêté, était sorti de sa voiture pour porter assistance au pilote français. Dimanche dernier, à Imola, Eric Comas s'est arrêté derrière l'épave de la voiture de Senna. Il n'a hélas pas pu aider son ami brésilien, cette fois-là. Alain Prost, dans le reportage, on a entendu, cette fois, il n'y a pas eu de miracle. Ça veut dire qu'il y a eu des miracles pendant les 12 ans qui ont précédé ? Personnellement, moi je le pense, oui, parce que c'est évident que les voitures ont été améliorées considérablement sur le plan de la structure, notamment. Bon, les châssis maintenant en carbone, avant on avait des coques en aluminium, mais pour une grande partie, c'est vrai, quand on voit l'accident par exemple de Fittipaldi, on n'a pas vu l'accident de Patrese, je crois, il y a 2 ans au Portugal, quand une voiture par exemple décolle et qu'elle retombe d'abord sur la roue, une roue arrière, après sur une roue avant, etc. Ça c'est de la chance. Je me rappelle malheureusement l'accident de Didier Pironi à l'époque en 82 quand il m'était passé dessus. Sa voiture est montée à 30 mètres en l'air et il avait une coque en carbone, une coque en alu, peu importe, c'était le même problème. Et quand on a vu ce genre d'accident et quand on voit cela, on se dit de toute façon qu'on fasse n'importe quoi sur les voitures, il faut quand même malgré tout une part de chance. Jean-Pierre Jabouille, vous êtes avec nous aujourd'hui, vous et Gérard Larousse aussi, tous les deux, vous êtes des patrons d'écurie maintenant. Vous chez Peugeot, Jean-Pierre Jabouille, Gérard Larousse, c'est votre écurie et vous étiez tous les deux pilotes. Vous pensez aussi qu'il y a eu des miracles et qu'on croyait trop facilement peut-être que les accidents mortels étaient impossibles, Jean-Pierre Jabouille? Oui, moi je pense qu'il y a eu des miracles, mais je suis aussi certain et convaincu que les voitures ont énormément progressé. Parce qu'on voit de nombreux accidents où les coques, comme avant les coques se déformaient totalement et se cassaient très rapidement. Là, les coques résistent d'une manière même, je dirais, surprenante et incroyable. Mais effectivement, dans tous les accidents que l'on a pu voir, parfois il y a fréquemment des miracles. Oui. C'est pas un piège, ça, Gérard Larousse? C'est pas un piège d'avoir des sécurités qui sont de plus en plus extraordinaires? Oui, moi personnellement, en tant que patron d'écurie, je dois dire que j'étais plus rassuré, je dirais, ces dernières années parce qu'il y avait beaucoup moins d'accidents. Et je dois dire que Philippe Alliot, qui est là, peut témoigner qu'il a eu un très très grave accident avec nous. Il a fait une cabriole fantastique à Mexico et il s'en tire très très bien. Je dois dire que c'est rassurant pour un patron d'écurie. On ne peut pas toujours penser qu'il peut y avoir quelque chose de grave qui se passe.
Imola nous a prouvé le contraire parce que c'est un circuit très rapide, je crois. Jean-Pierre, moi j'ai envie de demander à Gérard peut-être une question. Est-ce que justement ça n'a pas changé complètement l'esprit de certains pilotes, puisque Jean Alesi nous disait par exemple, et c'était une grande conversation qu'il avait avec Alain, il disait maintenant, encore c'est de l'été dernier, il disait on peut pas se faire mal en F1 avec son bon accent et tout, et son enthousiasme que l'on adore. Et puis lui il est sorti en essai là récemment, et je crois Alain, vous en avez parlé tous les deux, et il a un peu changé d'avis, mais lui-même. On en a parlé encore ce matin, et c'était exactement le langage que tenait Gilles Villeneuve à l'époque, parce qu'il avait eu des accidents incroyables, il s'était jamais fait mal, même pas un pouce, un poignet, et il pensait qu'il pouvait pas se faire mal. Dès qu'un pilote sort de la piste et se fait un petit bobo, ça peut être une cheville foulée, un poignet, n'importe quoi, il a connu un peu la douleur, et ça change considérablement son point de vue. Et le point de vue a changé aussi pour ceux qui ont conçu nos voitures ces derniers temps, parce que tous ces accidents qui ont eu lieu depuis 2-3 ans ont fait qu'ils étaient absolument persuadés qu'il ne pouvait rien avoir aussi, il n'y avait pas tellement à modifier sur les voitures, peut-être la performance d'une manière ou d'une autre pour équilibrer le niveau, pour qu'il y ait plus de spectacle et de compétition, mais pas réellement pour la sécurité. Alors Jean-Pierre, je voudrais quand même avec Alain évoquer simplement une petite touche qui est pas très rationnelle, mais c'est plus de l'émotion. Avant le Grand Prix, on parlait avec Alain, et juste avant le direct, il me dit je crois qu'il y a aussi un capital de chance, et que peut-être là on a tiré beaucoup sur la corde, et que vous les pilotes, je pense que on parle de Senna, il était très croyant. Vous pensez effectivement que ce côté-là, quand même, on a vraiment épuisé beaucoup de. Ah oui, on a tiré un peu sur la corde, mais c'est vrai que aujourd'hui aussi on parle d'une manière incroyable de ce qui s'est passé dimanche, aussi parce que c'est Ayrton Senna, que pour beaucoup il incarnait la vitesse à l'état pur, il incarnait le courage. Pour beaucoup de gens, notamment au Brésil, c'était un dieu vivant, que pour eux il était immortel, et que ça représente quelque chose d'incroyable. Et malheureusement, il n'y aurait eu que l'accident de samedi avec Ratzenberger, et bien on aurait peut-être beaucoup moins parlé de la sécurité aujourd'hui. Donc il faut beaucoup réfléchir à ça pour le futur. Alors la sécurité, les règlements, la vitesse, les risques qu'on prend, la passion des uns et des autres, on va en parler pendant tout au long de cette émission. Puis on va aussi parler d'un thème qui est à la une depuis 48 heures, c'est l'absence de dialogue entre les pilotes et la fédération, les instances dirigeantes. Alain Prost, je ne vous en fais pas parler, vous nous avez parlé hier soir dans le journal de 20h, vous commenterez si vous voulez. Je voudrais demander, dans le public qui est là, dans les pilotes qui sont là, est-ce que vous ressentez, Paul Belmondo par exemple, vous n'avez pas encore couru un Grand Prix cette année, vous arrivez en Formule 1, est-ce que vous ressentez que les pilotes, vous êtes le plus jeune je crois ici, est-ce que vous croyez que les pilotes, il n'y a pas de dialogue avec les dirigeants? Non, c'est exact, il n'y a aucun dialogue avec la FIA. Je dirais même que ça va plus loin, il n'y a aucun contact. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne les pilotes, ça va changer. Puisque déjà, dès Monaco, il y aura une réunion entre les pilotes pour qu'au moins de notre côté, on puisse faire une contrebalance par rapport à ça. Et qu'on puisse justement donner un petit peu plus notre avis sur les mesures qui sont prises. Beaucoup de mesures ont été prises cette année, soi-disant pour donner un petit peu plus de spectacle à la Formule 1, mais il n'y a pas eu d'avis des pilotes. Maintenant, c'est aussi de notre faute. Vous croyez qu'il faut revenir en arrière? On parlera plus en détail tout à l'heure, mais en un mot là. Sur certaines choses, oui, je le crois. Je pense que, petite parenthèse sur les ravitaillements. Les ravitaillements ont été instaurés, soi-disant, pour donner plus d'intérêt aux courses. On a vu que sur les 3 premiers Grands Prix, ça n'a rien apporté au niveau intérêt aux courses, même bien au contraire, puisque on peut prendre l'exemple du Grand Prix du Brésil, où on aurait pu avoir justement un duel entre Senna et Schumacher, et on ne l'a pas eu, puisque le dépassement s'est fait en fin de compte dans les stands. Ce qu'on craignait aussi, c'était au niveau du risque dans les stands, puisque les voitures roulent excessivement vite, et on a vu une fois de plus un petit incident qu'il y a eu, qui aurait pu être mais dramatique ce week-end avec Alboreto. Pour revenir sur ce que je disais sur les pilotes, je crois que c'est aussi de la faute des pilotes eux-mêmes, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on est tous assez égoïstes. Certains d'entre nous, on est obligé de trouver de l'argent pour courir, donc on n'a pas tellement de relations avec les autres, parce qu'on pense d'abord à soi. C'est vrai aussi qu'on a mis notre sort dans les mains des dirigeants d'écurie en leur faisant à 100% confiance. Et puis aussi le fait de voir ces voitures qui étaient en fin de compte indestructibles. On se pensait que
qu'il ne pouvait plus rien se passer. Et je crois que maintenant, il faut que nous, on réagisse déjà de notre côté. Olivier Panis, vous êtes d'accord, il faut que les pilotes réagissent? C'est un peu ce que souhaite Prost depuis des années d'ailleurs. Moi, je crois que je suis d'accord avec tout ça, que bon, je suis un jeune pilote dans la Formule 1 cette année, mais je crois qu'il faut qu'on se rencontre tous et qu'on en parle. Je crois qu'Alain Prost et Jean-Marie Balestre avaient fait déjà beaucoup de bien, et je crois qu'il faut continuer encore de plus belle. Alain Prost, ça a été votre dada pendant très longtemps. Les pilotes doivent s'organiser, etc. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la tête d'un mouvement de pilotes, d'associations, de pilotes ou d'anciens pilotes qui voudraient se bagarrer dans ce domaine? De toute façon, moi je considère que les pilotes, parce que j'en fais quand même, je suis de la famille des pilotes, mais je suis en dehors du coup, donc il faut qu'il y ait au moins un leader dans les pilotes qui sont actuellement en activité. Il faut qu'il soit vraiment solidaire, ce qui n'était pas le cas du tout, et c'était d'ailleurs des situations très très décevantes à certains cas. Je me rappelle en 89 en Australie quand il pleuvait énormément. C'est vrai qu'ils auront toujours des problèmes, Paul le disait, parce qu'ils ont des contrats très stricts avec les écuries. Certains payent pour courir. Ils sont très liés et ils auront des problèmes le jour où il faudra éventuellement faire une grève ou quelque chose comme ça. Il n'y a qu'une manière de sortir un petit peu de l'impasse de la sécurité, parce que ce n'est pas le rôle des pilotes de définir ce que sera la voiture de l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est pas vrai. Par contre, le pilote peut donner, il doit y avoir un dialogue, donc il doit donner son avis sur ce qu'il ressent dans la voiture. Aujourd'hui, les règlements sont faits par des gens de la fédération. Il n'y a pas de pilote demain, par exemple, dans la décision qui sera prise. C'est le grand débat. De toute façon, le débat en réalité aujourd'hui, il est là parce qu'on peut dire n'importe quoi sur ce qui s'est passé. On peut trouver énormément pas d'excuses, mais d'explications sur les accidents. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'association de pilotes, il n'y a qu'un pouvoir, c'est le pouvoir sportif. Le pouvoir sportif est maintenant complètement maqué avec le pouvoir économique et que ça crée un déséquilibre. Les pilotes ne pourront pas s'en sortir tout seuls. Il faut absolument qu'il y ait un groupe de travail avec les ingénieurs, parce que c'est eux qui décident les voitures, c'est eux qui sont plus compétents. Et avec les patrons d'écurie aussi, peut-être, Gérard Larousse. Attendez, juste un petit mot pour dire, juste un exemple pour que les gens comprennent que les pilotes, par exemple, tout le monde parle de suspension active, d'antipatinage par rapport à l'année dernière, etc. Mais un exemple, vous voyez, quand vous avez le Pescar pendant 5 tours, que les pneus baissent en température, donc en pression, ça peut être peut-être une explication sur ce genre d'accident, mais qui peut découler sur autre chose, une rupture de suspension, n'importe quoi. Mais personne à la fédération ne peut savoir ça, ils ne sont jamais montés dans une voiture. S'il y avait eu des suspensions actives comme l'année dernière, vous savez que vous avez dans le cockpit la possibilité de remonter la voiture de 3, 4, 5 mm, peu importe. Ça aurait peut-être suffi, on peut tout imaginer. Attention, je ne dis pas. On reviendra dans un instant, Alain Prost, si vous le voulez, sur les règlements qui peuvent changer demain dans cette réunion, s'ils pensent à changer les règles. Je voudrais revenir à Gérard Larousse. Quand il dit les pilotes ne peuvent pas s'organiser tout seuls, les patrons d'écurie, vous êtes quoi là-dedans? Vous êtes côté pilote, côté dirigeant? On est dans une position qui n'est pas très facile, parce que c'est une position où on est lié par un accord qui s'appelle l'accord de la Concorde, et qui fait que pour changer quoi que ce soit aujourd'hui dans la réglementation technique, on doit avoir l'unanimité de tous les constructeurs. Donc c'est une chose qui est effectivement très difficile à avoir, et quand on prend une décision, c'est toujours forcément une sorte de compromis qu'on essaye d'obtenir entre les différents intérêts des différents constructeurs qui ne sont pas les mêmes. On a les grandes écuries qui ont des intérêts différents des nôtres. Nous, on défend nos intérêts parce qu'on pense aussi que les budgets ne doivent pas être trop inflationnistes. D'autres préféreraient avoir des suspensions actives, beaucoup d'électronique dans les voitures. Donc beaucoup d'intérêts qui finalement, on revient toujours au problème de l'argent. C'est-à-dire que chaque modification technique qu'on apporte aux voitures aujourd'hui en Formule 1 coûte très cher. Moi, je voulais parler un tout petit peu avec Jean-Pierre Jabouille, parce que Jean-Pierre a une position encore différente, puisque Jean-Pierre, lui, représente un très grand constructeur. Donc les grands constructeurs ont aussi sans doute des impératifs qui sont différents. Je veux dire qu'ils sont des impératifs qui ne sont pas seulement économiques, mais des impératifs de marque. Vous avez sans doute une liberté qui est aussi assez contrôlée dans certains cas, je présume. Oui, mais ça, c'est une liberté et c'est un engagement. Quand un grand constructeur
se lance dans la Formule 1, c'est à travers un règlement, et surtout ce qu'il demande à la Fédération internationale, c'est que le règlement soit stable. Après, en fonction du règlement, ce constructeur s'engage ou s'engage pas. Mais ce que je pense, c'est surtout d'essayer de revenir un petit peu sur le débat vis-à-vis des problèmes de sécurité et des problèmes en fonction, on parlait tout à l'heure des pilotes, mais les pilotes, j'ai connu cette histoire parce que j'ai fait partie des représentants de pilotes vis-à-vis de la Fédération internationale. Là, on en a fait partie, mais le gros problème, c'est d'arriver que déjà tous les pilotes soient d'accord. Et ça, c'est toujours un gros et grave problème. Alors, effectivement, là, tout se passait très bien, donc il n'y avait pas vraiment de requête de la part des pilotes vis-à-vis des instances. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne pouvait pas progresser et faire améliorer la sécurité des différentes voitures et des circuits. Et je crois qu'il faut travailler absolument dans ce sens-là, et tous ensemble, les pilotes, les constructeurs et la Fédération internationale. Voilà, je crois qu'on a posé un petit peu le débat qu'on va maintenant détailler dans la deuxième partie de l'émission avec vous tous. On va parler de l'argent, on va parler du sport spectacle, sacrifie-t-on la sécurité pour faire du spectacle. On va parler des règlements qui pourraient changer demain. Et puis je dois vous dire aussi quelque chose. Je vous ai promis que nous serions en direct à Londres avec le président de la Fédération internationale automobile, M. Max Mosley. Il était en direct avec nous juste au début de l'émission et il a quitté le studio. Nous ne savons pas pourquoi. On se quitte pour une toute petite page de pub et on se retrouve avec des reportages et nos invités pour détailler tout cela. La Formule 1, après le drame d'Imola, on se retrouve sur ce plateau de TF1 avec tous nos invités, Alain Prost bien sûr et tous les autres, des patrons d'écurie, des journalistes, des médecins et surtout des pilotes pour voir un petit peu ce que va devenir la Formule 1. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Demain, il y aura une réunion importante de la Fédération et de la FOCA. 15 jours avant Monaco. Mais je crois, Gilles Pernet, on pourrait peut-être demander à l'un de nos confrères, Johnny Reeve par exemple, du journal L'Équipe, de réexpliquer que les accidents du week-end, la succession d'accidents du week-end, sont 3 accidents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a un problème de la Formule 1, il y en a peut-être eu plusieurs ce week-end. Johnny Reeve. Il y a eu, en réalité, il y a eu 5 accidents. Il y a eu l'accident de Barrichello le vendredi, de Ratzenberger le samedi, de Senna le dimanche, plus l'accrochage entre l'ami et Leto, et enfin la perte de roue de Alboreto dans les stands. Autant de raisons diverses de veiller constamment à une grande sécurité en Formule 1, ce que la fédération a peut-être été endormie ces derniers temps par le miracle, la succession de miracles à laquelle on a assisté. La démonstration a été donnée tout à l'heure avec les accidents de Warwick, de Berger, etc. Donc on était tous peut-être un petit peu endormis et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, quoi. Toujours être en éveil. La Formule 1 est un sport extrêmement dangereux et je pense que le devoir premier de la fédération, c'est de veiller justement à une grande sécurité, quelles que soient les circonstances. C'est son devoir de savoir que malgré les miracles, le sport restait dangereux. Et là, tout n'a pas été fait pour éviter les accidents auxquels on a assisté ce week-end. Parce que Johnny, on a entendu parler de fatalité, ce qui évidemment fait mal quand on entend ce genre de choses, mais il est évident qu'il y a des problèmes qui peuvent être résolus très vite, comme la vitesse dans les stands par exemple. On en reparlera tout à l'heure avec Monaco. Je veux dire, c'est lamentable qu'on laisse des voitures rouler à 250 à l'heure dans les stands, à ras des jambes des mécaniciens. Ça, je pense que c'est facile à résoudre. Je pense que vous êtes d'accord. Jean-Louis Moncey, par exemple. Moi, je pense qu'on devrait, par exemple, demander à des gens comme Jean-Pierre Jabouille ou Gérard Larousse, Jean-Pierre surtout, qui est très technicien, qui aime beaucoup ça, pour quelles raisons et comment on peut tout de suite réduire la vitesse des voitures, parce qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. J'ai entendu des gens dire qu'il fallait supprimer tous les ailerons, mais si vous supprimez tous les ailerons, à Hockenheim, les voitures elles iront à 450 à l'heure en ligne droite. Donc je pense que ce serait intéressant de demander à Jean-Pierre s'il a lui des mesures. Avant de le demander à Jean-Pierre, je vous propose de voir un petit reportage justement pour l'évolution étonnante des performances, les évolutions technologiques formidables depuis les débuts de la Formule 1 jusqu'à maintenant. C'est un reportage de Yves Géniès.
Michelin a toujours été la vitrine technologique de l'automobile. Depuis 1949 et ses débuts, les règles n'ont cessé d'évoluer. À cette époque, les voitures étaient déjà des monstres de puissance, mais difficiles à conduire, et peu de place était laissée à la sécurité des pilotes. Ils n'étaient même pas équipés de ceinture, conduisaient en bras de chemise et casquette. Puis, dans les années 60, sont apparues des voitures un peu profilées. Si la vie des pilotes n'était pas la principale préoccupation, ils disposaient tout de même de combinaisons et de véritables casques. 1967, c'est après le drame de Lorenzo Bandini, brûlé dans sa voiture, que les pilotes réclament plus de sécurité. En fait, il n'y avait pas de commissaire pour réagir rapidement, les réservoirs d'essence étaient situés sous le siège, c'était fatal en cas d'accident. 1970, c'est une nouvelle génération de voitures. La largeur des pneumatiques est caractéristique, ce sont les balbutiements de l'aérodynamique. Les pilotes disposent de harnais et d'arceaux de sécurité, mais les réservoirs d'essence situés latéralement représentent toujours un grave danger. Les pneus et les ailerons ne cesseront d'augmenter, mais les pilotes disposent désormais de casques intégraux. Et des commissaires sont prêts à intervenir en cas d'accident. 1982, Didier Pironi et Gilles Villeneuve et leur Ferrari sont victimes de terribles accidents. En cas de choc, les voitures sont désarticulées et le pilote subit directement la violence de l'impact. C'est à partir de cette période que les pouvoirs sportifs travaillent sur la sécurité. Car en fait, le pilote est assis très en avant. Ce sont ses jambes qui subissent le choc en cas d'accident. À la fin des années 80, apparaissent des voitures équipées de coques rigides, en fibre de carbone. Auparavant, les châssis étaient fabriqués en tube. La position du pilote est désormais reculée et chaque écurie de Formule 1 doit satisfaire désormais aux normes du crash test. La règle du jeu est la même pour tous, mais les moyens dont disposent les écuries sont bien souvent disproportionnés. Les équipes de pointe ont des sommes colossales à leur disposition qu'elles investissent dans la recherche. L'an dernier, ce sont les suspensions actives qui étaient à l'ordre du jour. Indéniablement, c'était un énorme plus concernant la tenue de route des voitures, donc la sécurité, mais toutes les voitures n'en étaient pas équipées. Le pouvoir sportif a donc décidé cette année de revoir sa copie en interdisant toute assistance au pilotage. Interdit donc l'ABS, l'antipatinage, mais du coup, les voitures sont devenues beaucoup plus difficiles à conduire tout en gardant leur performance. Vous avez ce sentiment, Alain Prost, que les voitures sont plus difficiles à conduire maintenant que l'an dernier ou il y a 2 ans? Oui, elles sont automatiquement un peu plus difficiles, surtout à cause de l'absence d'antipatinage qui avait réduit un petit peu. Il faut dire tout de suite que l'antipatinage, expliquez-nous ce que c'est. Ça permet d'accélérer mieux, c'est ça? Ça permet de, quand vous faites patiner les roues, puisque les roues patinent bien entendu à l'accélération, eh bien vous avez un contrôle électronique qui coupe un cylindre ou 2 cylindres selon comment les roues patinent, et ça vous permet, pour le grand public, d'accélérer plus facilement à fond, et tout est contrôlé, tout est géré bien entendu électroniquement. Alors il n'y en a plus, mais c'est dans les accidents, il faut le dire tout de suite, les accidents qui ont eu lieu ce week-end, ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Il y a une question qui a été posée à Jean-Pierre Jabouille par Jean-Louis Moncé. On dit les voitures vont de plus en plus vite, plus de 300 km/h avec toutes ces évolutions. Comment peut-on faire pour réduire la vitesse? Est-ce qu'il faut la réduire? Est-ce qu'il faut réduire les performances des voitures maintenant ou encore aller plus loin? Non, mais déjà, il faut faire un distinguo entre la vitesse de pointe en ligne droite, qui est de 300 ou 320 km/h, et ce qu'on dit en général, dans le jargon automobile, on va plus vite, mais c'est aller plus vite sur un tour et surtout aller de plus en plus vite dans les courbes et avoir des distances de freinage de plus en plus courtes. Parce que depuis de nombreuses années, les voitures vont toujours à peu près aux alentours de 300, 330 à l'heure. Donc c'est pas la vitesse elle-même qui est dangereuse à votre avis? Mais si, elle est dangereuse, mais je veux dire par là que il ne faut pas rêver. Si on veut ramener les vitesses à 140 km/h sur la route, il n'y a plus de course automobile. Donc il faut rester raisonnable. Donc ça sera toujours aux alentours de 300 km/h. J'ai entendu Claire Regazzoni dimanche soir dire exactement le contraire. Dire qu'il faut arrêter, il faut redescendre. Justement, c'est pour ça que, effectivement, j'ai entendu cela aussi. Ça veut dire qu'il disait que les voitures avant roulaient à 200 km/h. C'est parce que je pense qu'à chaud, les gens disent parfois un peu n'importe quoi, même des anciens pilotes. Mais ça n'a jamais été le cas. Je suis désolé. Moi, Alain, quand il conduisait avec une Renault Turbo qui avait 1500 chevaux, sa voiture, elle faisait peut-être parfois 340 km/h. Et c'est pas que l'on tape à 320 km/h ou à 280 km/h, si l'angle est mauvais, il restera. Malheureusement, c'est toujours très difficile. L'impact est très fort. Par contre, un petit mot, s'il vous plaît, à propos justement de ces impacts, de ces vitesses. Quelqu'un qu'on connaît bien, qui n'est pas encore intervenu depuis le début, Jean-Pierre Beltoise. Vous vous occupez aussi beaucoup aujourd'hui de sécurité pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Vous êtes aussi de cet avis. On peut aller très vite, on peut continuer à aller très vite. Il ne faut pas s'amuser à vouloir réduire la vitesse des Formule 1? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre Jabouille, ce qu'a dit Alain Prost. Mais je voudrais revenir sur certaines choses qui m'ont intéressé tout à l'heure.
c'est par rapport... de la vitesse, là. Oui, je sais bien, mais par rapport aux pilotes, et on en reparlera tout à l'heure. Oui, on en reparlera. Non, par rapport à la fédération. Ça, c'est quand même très important et c'est capital. Parce que le problème de la fédération, c'est qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Et je suis très content quand j'entends Paul Belmondo, Olivier Panis dire on va faire quelque chose. Mais croyez-moi, moi je suis peut-être le plus vieux ici, le plus ancien pilote. Je l'ai vu 100 fois dans ma vie. J'ai vu Didier Pironi enfermer tout le monde pour que tout le monde soit solidaire dans un hôtel en Afrique du Sud. Avant, j'avais vu à Zolder tous les pilotes se réunir, enfermés dans un autocar pour essayer de faire face, faire front. En fait, les pilotes n'ont aucun pouvoir et ce sont les seules personnes directement relativement raisonnables et inintéressées. Alors là-dedans, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore, comme le dit Alain, qui n'ont pas eu d'accident, donc qui ne sont pas sensibilisés par ces problèmes. Par contre, il y a suffisamment de pilotes extrêmement raisonnables qui pourraient faire avancer les choses. Donc ça, c'est très important. Gilles. Lionel Froissart, vous allez dire quelque chose et après on donnera la parole à Philippe Alliot, qui a roulé au Mans aussi et donc qui va parler de la vitesse. Lionel. C'est toujours au sujet de ces rapports entre les pilotes et la fédération. On est toujours là finalement. Oui, et ce qui me choque le plus, c'est pas le manque de dialogue, c'est l'arrogance des dirigeants de la Formule 1 qui prennent vraiment les pilotes pour n'importe quoi. Et je suis très navré que M. Mosley ne soit plus à Londres, j'espère qu'il entend. Je vais le voir demain après-midi, il sera à Paris pour cette réunion exceptionnelle. Cette arrogance me choque beaucoup parce que ce sont les pilotes qui font rêver des millions de personnes dans le monde, ce ne sont pas les dirigeants. Et il faut absolument qu'un dialogue s'instaure et ce qui est très regrettable et malheureusement ça l'est aussi dans beaucoup d'autres sports, les dirigeants ont rarement pratiqué le sport pour lesquels ils sont aux commandes. Donc on voit des directions sportives absolument navrantes, des vieillards à la limite de la sénilité qui n'ont jamais conduit une Formule 1 ou a fortiori une voiture de course. Ça, c'est très très choquant. Tout le monde est d'accord avec vous, il y en a qui ne sont pas d'accord parmi nos invités. Je vois Alain Prost qui sourit là. C'est pour ça qu'on voudrait qu'Alain d'ailleurs un peu fédère tout ça, du moins d'une certaine façon. Parce que je veux bien faire tout le monde dit la même chose depuis des années. Mais je sais pas, mais là il y a des gens de la presse justement, ces derniers temps, et sans faire le procès complet de la Formule 1, mais les pilotes, on s'est plaint depuis des années et des années. Vous les médias, vous vous plaignez du comportement de la fédération sur les circuits en dehors, les constructeurs se plaignent, les sponsors se plaignent, et bien entendu tout le monde reste dans son coin. Tout à l'heure quand je disais que faire une association de pilotes aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne peut pas marcher. Il n'y a qu'une association globale qui ait un contre-pouvoir total, parce qu'encore une fois pour les règlements, il ne faut pas non plus laisser les pilotes décider du règlement. Ce pas les pilotes qui vont dire... Il faut travailler avec la fédération. Voilà, il faut travailler avec la fédération, oui, mais avec des ingénieurs, parce qu'il y a des gens qui sont quand même... Ceux qui font et qui construisent les voitures aujourd'hui, qui sont extrêmement compétents, sont compétents pour aussi faire les règlements, mais il y a quand même des luttes d'influence qu'il faut quand même gérer d'une bonne manière. Je voudrais qu'on revienne à la vitesse, Gilles, parce que c'est l'une des choses avec Philippe Alliot. On va trop vite aujourd'hui ou pas trop vite? Juste un petit mot quand même pour revenir sur les pilotes. J'arriverai pas. Et on ira après sur la vitesse. C'est vrai que les pilotes, le pouvoir sportif aujourd'hui a toujours joué sur la concurrence entre les pilotes, sur la rivalité entre les pilotes pour que les pilotes ne puissent pas s'associer. Et c'est vrai donc que les pilotes ont une grosse part de responsabilité dans le fait que justement ils n'arrivent pas à être solidaires. Et j'espère que l'électrochoc de ce week-end, de ce terrible week-end pour le sport automobile, va permettre aux pilotes de se fédérer et d'essayer d'apporter ce contre-pouvoir totalement indispensable. Pour ce qui est de la vitesse, si on veut faire du sport automobile... Vous avez roulé aux 24 heures du Mans. Aux 24 heures du Mans, on roule très très vite. La ligne droite, comme le disait Alain, et tout ça, c'est pas réellement le danger. C'est le passage en virage. Si on veut faire du sport automobile, il faut quand même aller vite. On ne va pas faire des courses à 150 km/h. Être à 300 km/h dans une ligne droite ou être 280 km/h si on veut réduire ou 260 si on veut réduire, je dirais que le danger est le même. Ce qui est très important, c'est ce que disait Jean-Pierre Jabouille, c'est qu'il faut réduire la vitesse en courbe, évidemment. Et pour réduire la vitesse en courbe, effectivement, il y a un certain nombre de possibilités, de modifications à apporter aux Formule 1, mais c'est vrai, et Gérard Larousse l'a dit très justement tout à l'heure, il y a un énorme problème aujourd'hui au niveau de la réglementation des accords de la Concorde, c'est que pour changer le règlement Formule 1, il faut l'unanimité des constructeurs. Et ça, c'est une hérésie, parce que l'unanimité des constructeurs veut que ce qui a un intérêt dans une écurie n'a plus d'intérêt dans l'autre. Alors, ce que j'espère,
Et c'est ce que j'attends. Et c'est pour ça que j'avais envie de venir à cette émission et je trouvais que cette émission était très intéressante. Ce que j'espère, c'est que demain, à cette réunion des instances dirigeantes du pouvoir sportif, qu'il y ait des mesures très concrètes qui soient prises et des mesures qui soient et à long terme et à court terme, parce que j'espère que dès Monaco, il y aura des mesures de prise pour la sécurité de la Formule 1. Gérard Larousse, on peut les prendre concrètement, ces mesures? On peut réduire, par exemple, comme le demandait Philippe Alliot, la vitesse en virage. Comment on peut faire? Est-ce que vous, dans les 15 jours qui nous séparent de Monaco, sur les Larousse, vous pouvez changer quelque chose? Non, c'est ce que je voulais rajouter. Ce problème-là est très, très, très difficile à résoudre et je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre aux ingénieurs qui font les règlements parce que c'est extrêmement difficile de prévoir les conséquences de n'importe quelle modification technique sur une voiture. Aujourd'hui, une Formule 1, c'est un ensemble homogène. Elle fait 800 chevaux, elle a un certain nombre un appui aérodynamique. Si on commence à bouger les paramètres sur cette voiture-là, il faut faire très, très attention. Donc c'est un ensemble de choses qui peuvent être faites, mais c'est extrêmement délicat et pas facile à régler. Bien sûr, on peut le faire, mais surtout, certainement pas aussi vite que pour Monaco la semaine prochaine. Ça, il ne faut pas compter là-dessus. Je vais demander à Philippe Streiff, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, quand on parle de vitesse, de ce débat sur faut-il réduire les performances des voitures, la vitesse, pas forcément la vitesse de pointe, mais les performances, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il faut aller un petit peu en arrière? Je pense déjà que la nouvelle réglementation, notamment les ravitaillements, font que les voitures partent avec moins d'essence, donc vont plus vite. Donc déjà ça, c'est une erreur pour moi, d'autant plus que c'est dangereux dans les stands, il y a eu des accidents à Imola, on l'a vu. D'autre part, les circuits ne sont plus suffisamment sûrs, notamment Imola. Il y a, dès qu'on sort de la route, une zone d'accélération, je dirais, avec l'herbe, et immédiatement un mur sans pneus. Je sais qu'Ayrton Senna, pour en avoir parlé avec lui samedi après-midi, a été très affecté par la mort de Rosenberger et l'accident de son ami brésilien Barrichello, qui a eu la chance de taper au-dessus du mur dans le grillage qui a donc réduit. Et on a vu quand Senna a voulu se renseigner sur les conditions de l'accident de Rosenberger, quelle était l'attitude des dirigeants qui lui ont envoyé une lettre. Philippe Alliot, vous vouliez rajouter un mot? Oui, non, je voudrais juste répondre à Gérard quand même. Moi, je pense qu'on peut prendre des mesures dès Monaco. La première, d'abord, c'est d'interdire le ravitaillement à Monaco, parce que là, c'est plus la sécurité des pilotes, c'est la sécurité des mécaniciens. Je crois qu'à Monaco, c'est l'endroit le plus défavorable pour ce genre de spectacle. Ce qu'on a vu à Imola, déjà, je pense qu'il faut l'interdire pour Monaco. La deuxième chose, sur les voitures, et ça m'a été soufflé, c'est simple, ça m'a été soufflé par Jean-Pierre Jabouille. Je crois qu'il y a une mesure très très simple qui va vous expliquer, parce que c'est lui qui m'en a donné le contenu. Il y a une mesure très simple qui peut effectivement être adoptée aujourd'hui pour les Formule 1, et peut-être pas dès le Grand Prix de Monaco, mais le Grand Prix suivant. Jean-Pierre Jabouille, justement. Non, mais déjà, je veux dire que si on part, quand tout à l'heure on me pose la question sur la vitesse, il y a la vitesse, j'essaye d'expliquer ce qu'est la vitesse en ligne droite et la vitesse sur un tour. Donc déjà, qu'on laisse terminer aux gens pour qu'ils expliquent le problème. Sans ça, ça ne sert à rien. Donc, mais voilà. Moi j'essaie de vous faire expliquer en fonction de ce que je comprends. Non, mais d'accord, mais je comprends, mais on parle de la vitesse, c'est pas la vitesse, et on ne pose pas 50 personnes, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse? Déjà, on laisse les gens, ils expliquent le problème. Je commence par expliquer ce qu'est la vitesse en ligne droite et la vitesse en courbe. Oui. Alors est-ce qu'on peut réduire la vitesse en courbe? Évidemment. Alors il y a les possibilités de Monaco, c'est franchement effectivement très court, mais c'est le point primordial, c'est de diminuer l'appui, mais surtout pas par les ailerons, mais par l'effet de sol, qu'on entend souvent parler de l'effet de sol, et c'est là le danger à l'heure actuelle, surtout doublement cette année parce qu'on a supprimé les suspensions actives. Et je dirais qu'il y a une solution assez simple, mais forcément chaque constructeur donnera son idée, que ça le dérange, que c'est mauvais, ça c'est sûr. Mais si demain on retire le diffuseur complètement et qu'on arrête le fond plat à l'axe zéro arrière, je peux vous assurer que la partie arrière c'est la partie arrière, la partie qui part de l'axe zéro et qui a tendance à remonter, ce que l'on voit sur les voitures à l'arrière, plus crée une dépression supplémentaire donc. Oui, plus les échappements qui sont dans ce ponton qui jouent aussi sur la stabilité aérodynamique de la voiture. À ce moment-là, on sera obligé de rajouter des ailerons beaucoup plus importants qui vont ralentir justement la vitesse dans cette fameuse ligne droite.
Et là, je crois déjà qu'on fera un pas en avant. On sera obligé de retrouver des mouvements aux suspensions. Et ça, c'est d'un premier temps. Après, on peut faire beaucoup plus vite. Bon, donc il y a des choses possibles. Donc il y a des choses possibles rapidement. Et je dirais que aussi, l'accord de la Concorde, on peut le modifier pour des raisons de sécurité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le modifier. Pour des raisons de sécurité, on peut le modifier. Non, je suis tout à fait d'accord. On parle très souvent, de toute façon, avec Jean-Pierre de ça. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on parle de couper l'extracteur au niveau des roues arrière. Il faut savoir, et ça c'est vraiment pour le grand public aussi, quand il voit par exemple les étincelles sur la piste, c'est parce que les voitures roulent très très bas. Elles roulent très bas, non pas par plaisir, c'est jamais très agréable pour le pilote parce qu'il y a pratiquement plus de suspension. C'est surtout pour tenir la voiture à une certaine hauteur, pour pas qu'elle touche bien entendu trop. Et plus on roule bas, et avec ce système aérodynamique, plus vous chargez la voiture. Dès qu'il n'y aura plus cet extracteur et que ce sera un vrai fond plat sur la voiture, comme dit Jean-Pierre, on peut gagner un peu en suspension, et les voitures seront mécaniquement beaucoup plus raisonnables, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu ces dernières années, les voitures touchant par terre, etc. Sur le plan mécanique, ce n'est jamais très, très bon pour une voiture quelle qu'elle soit, et on n'a pas beaucoup parlé des incidents mécaniques qu'il y a eu ce week-end, mais apparemment sur les 3 accidents, on peut être sûr de rien, mais on peut dire pratiquement que si ce n'est pas les 3, ont eu lieu sur des casses mécaniques. Et ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui en course automobile, c'est la casse mécanique, c'est l'accrochage entre 2 voitures, et je mettrai la pluie encore de côté. Dans un instant, Alain Prost, nous parlerons de la sécurité et des pilotes et des hommes, mais je voudrais vous proposer quand même un autre document, une autre image pour qu'on se rende compte de l'intérieur, ce que c'est qu'un tour de circuit. Et on va revoir le tour commenté par Ayrton Senna, c'était samedi matin sur le circuit d'Imola. Écoutez ses commentaires et regardez l'impression qu'il avait de ce circuit lui-même la veille de sa mort. Très touchant au début, Jean-Pierre. Special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Okay, now at the base rate, 4 gear, 6 gear, 8 gear, full throttle, down straight. At the end of the straight, at total, 2nd gear corner. Voilà, Ayrton Senna sur ce circuit d'Imola samedi matin. C'est l'un des rares cas où on se rend vraiment compte de la vitesse, parce que je crois que quand on voit, malgré tous les efforts qu'on peut faire, c'est difficile de se rendre compte à quel point une F1 moderne va vite. Alain m'avait dit une chose intéressante un jour, tous les gens qui disent, qui émettent des critiques, j'aimerais avoir une F1 à biplace pour pouvoir emmener les gens. C'est surtout les journalistes, mais bon. Faut qu'on comprenne, oui, c'est vrai, ça nous aiderait un petit peu. Enfin, vous avez bien traduit ça à la télévision, mais c'est difficile. Là, on voit peu, mais c'est vrai que les voitures sont devenues aussi très traumatisantes sur le plan physique, sur le plan du coup, bien entendu. Mais tout à l'heure, on notait l'absence de suspension. Là, on ne voit pas encore très très bien, mais ça devient très physique. Il y a aussi plus qu'avant. Oui, sont devenus. Bon, il y a eu des périodes avec les jupes, etc. Mais par rapport à maintenant, donc, je crois que c'est
plus on est allé dans le temps et plus on les a rendus difficiles à conduire. Je voudrais qu'on aborde maintenant un autre thème, justement, à propos de l'aspect physique de la course elle-même et de ses difficultés, mais des accidents. On a vu les accidents. Professeur Gérard Saillant, vous dirigez le service de traumatologie à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes vous-même un passionné de Formule 1, un spécialiste de tous les traumatismes que les pilotes peuvent avoir dans ce type de compétition. Est-ce que là aussi on a atteint une limite? On a vu qu'on avait atteint une limite ce week-end avec les 2 pilotes tués à Imola. Alors quelle est cette limite? Je crois que d'un côté technique, la puissance a beaucoup évolué, de l'autre côté, la sécurité aussi a beaucoup évolué. C'est-à-dire que Jean-Pierre est ici, et d'autres seraient là pour le dire, qu'il n'y a plus les fractures de jambes que l'on voyait avant. Donc ça, c'est des progrès immenses. Car maintenant, les pilotes sont une cellule de survie qui est quasiment indestructible. Donc il n'y a plus de blessures par choc direct, mais il y a des décélérations fantastiques. Et dès que vous passez de 250 ou 300 à l'heure à 0 à l'heure en une millième de seconde, une fraction de seconde, vous avez une mobilisation énorme de tout le corps. Toute la partie du thorax et de l'abdomen est bloquée, donc ça ne bouge pas beaucoup, encore qu'à l'intérieur du thorax, les poumons, tout ça, ça bouge. Il peut y avoir des lésions très graves. La seule chose qui bouge actuellement, c'est le cou et c'est la tête. On va peut-être le voir avec quelques images justement d'essais d'accidents faits en laboratoire. On voit que la seule chose qui bouge, c'est le... Oui, j'ai dit essais d'accidents en laboratoire, parce que quand on dit crash test, maintenant, on risque des amendes. Alors on fait un petit peu attention. Enfin, sur des crash tests, c'est vrai que tout le monde comprend. On va peut-être voir ces images. Seule la tête bouge. Est-ce que ça sert à quelque chose de l'accrocher la tête? Peut-être une question stupide. Ça, il faut demander au pilote si ça sert à quelque chose pour conduire. Mais il est certain que dans la Formule 1, le problème est relativement beaucoup plus simple que dans les accidents de moto, qu'on voit tous les jours malheureusement dans les services, ou que les accidents de rallye, car il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de grande rotation à faire. Et il est certain qu'actuellement, l'évolution doit, pour la sécurité, porter là-dessus, c'est-à-dire une fixation relative de la tête et du cou par rapport à l'habitacle. Ça doit porter sur les modifications de la forme du casque. Il y a des normes qui existent, qu'il faut sûrement modifier. Là, il y a beaucoup d'études à laquelle on a participé depuis un certain temps. C'est la fixation de la tête par rapport au cou, par rapport à la voiture. Et puis, c'est l'effet d'amortissement dans ce qu'on appelle les mouvements de flexion-extension, de coup de fouet, pour limiter ce mouvement de flexion en avant qu'on a très très bien vu, en particulier l'accident de Ratzenberger. Et alors là, il a sur les vertèbres cervicales qui sont peuvent résister à un choc à cette vitesse. En plus, le casque, c'est un progrès fantastique. Ça protège le crâne, mais c'est un danger pour la colonne cervicale, car ça pèse, je sais pas, 1,3 kg à peu près. Et donc, ça fait encore une masse supplémentaire qui travaille sur le cou. Et d'autre part, on a fait un certain nombre de radios. Les casques s'arrêtent toujours à la 3e, 4e vertèbre cervicale. Et ça, on le sait depuis très longtemps pour la moto. Toutes les lésions arrivent à la 4e, 5e vertèbre cervicale, où les contraintes sont localisées sur 3 vertèbres au lieu d'être sur 7 vertèbres. Alors est-ce que là, Alain Prost, tous les autres pilotes qui sont là, est-ce qu'il peut y avoir progrès en la matière, à votre avis? Est-ce qu'on peut, ou Jean-Louis Moncé? Je veux préciser, c'est qu'à Indianapolis, ou dans les courses de Formule Indy, où on a l'habitude du mur, puisque vous avez vu que Ratzenberger et Senna ont tapé dans un mur, les monoplaces sont munis de protections en carbone qui tiennent le casque jusqu'à la hauteur de la visière du pilote. C'est-à-dire que déjà pour la force centrifuge, c'est mieux pour lui, mais quand il y a choc vers le mur, il n'y a pas de choc latéral. Alors on sait que Ratzenberger et surtout Senna ont été victimes de ces chocs-là. Donc là, il peut y avoir amélioration, mais je voudrais aussi demander au professeur Chassan, est-ce que même si les vertèbres sont tenues, si le crâne ne bouge pas, est-ce qu'à l'intérieur, l'organisme peut supporter, le cerveau, les poumons, le cœur, est-ce que ça peut supporter des décélérations aussi fortes qu'un choc dans un mur? Gérard Saillant l'a très bien expliqué. L'évolution technique des voitures et l'apparition des cellules de survie a terriblement raccourci l'absorption qu'avaient les véhicules lorsqu'ils percutaient un mur, par exemple un mur en béton. Et la voiture qui perdait instantanément 1 ou 2 mètres était un élément de décélération relativement progressif qui donc limitait ces lésions internes dont vous parlez. Et là actuellement, les pilotes qui sont harnachés dans leurs cellules de survie sont soumis instantanément à des décélérations très très importantes qui, et peut-être que l'autopsie de Senna nous montrera, peuvent occasionner des arrachements internes d'organes comme les pédicules rénaux, la rate, le foie, et faire apparaître de terribles hémorragies internes. Alors est-ce que là il y a des limites je reviens, je suis désolé, c'est pas un dada, professeur, est-ce qu'il y a des limites de vitesse? Est-ce qu'en allant moins vite, il n'y aurait pas de risque? Et ce ne serait pas ce que j'ai dit au départ, une course, non pas une course pour s'amuser, car c'est un sport, et donc un sport doit être un amusement et une passion, mais une course à la mort, est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière? Non, mais là je crois qu'on
on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un drame avec 2 morts ce week-end, il y a 60 morts tous les week-ends sur la route à 100 à l'heure ou à 80 à l'heure. Donc il ne faut quand même pas perdre ça de vue. On ne va pas arrêter de conduire sous prétexte qu'il y a un risque d'accident. Il y aura toujours un risque d'accident. Je crois que le crime serait de ne pas chercher à limiter au maximum ce risque d'accident. Mais même à 50, 100 à l'heure, on peut se tuer en plein Paris. Donc ça, il y aura toujours. Il ne faut pas raisonner comme ça. Je crois qu'il faut raisonner en disant il y aura des accidents, il ne faut pas que ces accidents soient mortels. Et la thèse qu'a fait Martin Chassan sur 40 ans de Formule 1 le montre très bien. Les vitesses augmentent de plus en plus, le nombre d'accidents augmente de plus en plus, le nombre de blessés graves, exception faite de ce week-end, et de morts a disparu depuis 10 ans, exception faite de De Angelis pour le feu. Et encore, il y a eu des progrès de fait. Donc il y a quand même des progrès de sécurité sur l'habitacle, sur la sécurité par le service médical, et puis sur tout l'environnement autour de la piste. Alors ça, c'est le problème des techniciens et des pilotes sur faut-il des murs, faut-il des bacs à sable, faut-il des grillages, faut-il différentes choses. Mais c'est également un problème sur lequel je crois il faut beaucoup réfléchir actuellement, car Alain le disait très justement, la vitesse, elle ne va pas diminuer, elle va rester à peu près dans ces normes-là. Parce qu'un choc contre un mur à 300 km/h, je pense que, quoi qu'il en soit, la médecine ou toutes les protections, vous n'envisagez pas de pouvoir... Ça dépend sous quel angle on le prend, surtout. Ça dépend de l'angle. Alors justement, à Indianapolis, les murs sont tout près, par exemple. C'est prouvé que de toute façon, si on le prend avec un bon angle, c'est mieux qu'une glissière de sécurité, par exemple. Et ça peut être mieux que des pneus que vous prenez avec un faible angle et qui vont peut-être faire partir la voiture en... Ce qui est arrivé à Sénat dimanche, c'est ce qui est de pire, enfin avec ce qui s'était passé samedi aussi avec Grassenberger. Parce qu'il y a un incident mécanique et vous pouvez faire le meilleur circuit du monde. Vous ne pouvez pas non plus prévoir s'il y a un incident mécanique dans la ligne droite et que la voiture part 90 degrés à ce moment-là. Bon, il y a quand même une part de risque inhérent de toute façon. Ce qu'il faut, c'est quand même essayer de limiter. Tout à l'heure, je parlais des voitures sur le plan technique, de les rendre un peu plus conventionnelles. Alors, à votre avis, il faudrait supprimer les grandes courbes, qui quand même c'est là où les grands pilotes se manifestent aussi. Mais là, par exemple, la courbe où Senna est sorti, c'est une courbe qui passe à fond, de toute façon, sur le sec pour tous les pilotes. Donc, mais on peut se poser la question sur... il y a eu vraiment un incident mécanique. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une évolution. Il y a une évolution des voitures de toute façon, et les circuits restent les mêmes. Mais là, le débat, il reste posé de la même manière par rapport à la fédération. Je ne vais pas toujours porter le débat là-dessus, mais quand même, il y a eu pendant des années, on a amélioré beaucoup les circuits. Si je suis aujourd'hui ici, je peux vous dire que c'est grâce à Jean-Pierre. Il ne se rappelle peut-être pas. Mais en 1980, avec la McLaren, ils avaient fait modifier le virage à Jarama. J'ai essayé une voiture avec une nouvelle suspension qui était pratiquement collée. J'exagère à peine. J'ai fait un tour, 2 tours ralenti parce qu'il m'avait dit fais gaffe. Et j'ai freiné au bout de la ligne droite. Les 2 roues sont parties. Et je suis arrivé dans les grillages, je suis passé à 3-4 mètres en haut, mais ce virage venait d'être modifié. Si ce virage n'était pas modifié, il y avait un ravin de 30 ou 40 mètres et j'étais mort. Donc la sécurité, c'est comme sur la route, on ne peut pas tout supprimer, mais on peut, si on en évite un de temps en temps, c'est ça le problème. Alors on reviendra tout à l'heure sur les circuits pour savoir si certains aujourd'hui doivent être complètement modifiés et lesquels peut-être. Mais je voudrais qu'on revienne aux voitures maintenant. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur la sécurité des pilotes ? Sur la sécurité des pilotes. Lionel ? Voiture ou c'est... Oui, parler des voitures. Je suis très étonné. Bon, on a vu l'apparition de Crashbox, pardon, c'est tout bon, devant les pieds des pilotes. Par contre, la cellule de survie est apparue. Je crois me souvenir qu'au début des années 70, en 73, je crois il existait, il s'était imposé des protections latérales, des structures qu'on appelait déformables et qui, c'est vrai, absorbaient le choc. J'ai bien regardé les Formule 1 ces derniers temps, il y a effectivement cette cellule de survie, mais les pilotes ne sont séparés d'un éventuel choc que par quelques centimètres de carbone Kevlar. Il n'y a plus ces structures latérales où quand elles sont là, c'est vraiment très léger. C'est des éléments aérodynamiques ou pour faire circuler de l'air qui va vers le moteur pour le refroidir, mais en aucun cas ce sont des structures latérales pour amortir un éventuel choc. Et je crois, Monsieur Pernaut, vous êtes très intéressé par la vitesse et on va peut-être en reparler tout à l'heure au sujet des circuits. Ce qui est tout de même assez étonnant quand vous posez la question suivante à la plupart des pilotes du plateau, le circuit qui les excite le plus dans l'année, beaucoup vous répondent Spa-Francorchamps. C'est vrai, le plus beau circuit, c'est peut-être aussi un des plus dangereux. C'est aussi plus. Quand vous parlez avec Berger, il ne parle que de Spa-Francorchamps.
s'il s'agit d'évoquer un circuit, bien peu M Monaco, qui est le circuit le plus lent de l'année. Alors Monaco, c'est dans 15 jours. Jean-Pierre Beltoise qui a gagné à Monaco. Jean-Pierre Beltoise, oui, encore un mot. C'est pas par rapport à Monaco, c'est par rapport à la sécurité. Ce que vient de dire Lionel, en fait, c'est très important. En fait, il y a quelques points qu'on peut améliorer. Et moi, je dis que ce soir, ce qui a été dit le plus intéressant vers la sécurité, parce qu'évidemment, le débat, c'est ça. C'est ce qu'a lancé Philippe Alliot et ce qu'a expliqué Jean-Pierre Jabouille. Oui. Ça, c'est un point important. Un autre, c'est la protection des roues. On ne parle pas de la protection des roues. Il y a des tas de voitures qui montent en l'air. Fittipaldi, ils montent en l'air que parce que les roues ne sont pas protégées. Il y a quelques éléments comme ça qui sont très importants. L'effet d'engrenage. Hein. L'effet d'engrenage. Mais de toute façon, il faut aller vers un but. C'est réduire énormément les jets en virage. C'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Jabouille. Et ça, on peut aller très loin. Moi, je ne sais pas le faire, mais les techniciens savent tous le faire. Donc, il faut aller, comme l'a dit Jean-Pierre, les accords de la Concorde pour la sécurité permettent de le faire relativement vite. Bien sûr, on ne peut pas tout faire immédiatement, mais il faut aller très rapidement, très loin dans ce sens-là. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et si la fédération, parce que ça fait longtemps qu'on l'explique à la fédération, enfin, les pilotes, eh ben, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir qui permette de le faire. Un contre-pouvoir violent, ferme, très très fort. Ça, c'est très important. Et croyez-moi, alors là, le sport automobile, avec tout l'acquis qui a été ces dernières années en matière de sécurité des structures, d'anti-feu, deviendra, je dirais pas sûr, mais beaucoup plus sûr qu'il l'est maintenant. Jean-Pierre Jabouille, un petit commentaire. Merci. Les applaudissements. Oui, je voudrais faire un commentaire. Tout à l'heure, on parlait des chocs frontaux. Et là, effectivement, le choc n'a pas été vraiment frontal parce que là, c'est une catastrophe. Mais ce qu'il faut voir et ce qu'il faudrait protéger aussi un petit peu la tête des pilotes, c'est que le choc a eu un angle et c'est la roue qui est venue dans la tête du pilote. Et en même temps, il y a la décélération et la roue qui cogne la tête du pilote, qui a donc esquinté le casque, effectivement, à cette vitesse-là, quand on tape et quand on a une roue qui vient en pleine face, ça peut être... Alors, d'un côté, à une époque, on a déplacé les roues vers l'avant. Avant, elles étaient en arrière, les coques étaient fragiles devant, mais les roues passaient derrière. Là, maintenant, à chaque fois, pratiquement, le pilote ou manque de recevoir la roue dans le visage ou la prend en pleine face. Alors, peut-être il y aurait des solutions pour... avec les carbones et justement les matériaux actuels, trouver des solutions pour conserver une vision parfaite de la piste, mais avoir un genre de cage profilée en carbone qui protégerait le pilote en cas où il a un choc qui n'est pas absolument frontal, parce qu'il n'y a qu'une fois sur un circuit à Indianapolis où le choc a été vraiment à 90 degrés, mais tous ces chocs, c'est sûr qu'il y a une décélération et une absorption d'énergie énorme, mais c'est... l'un, malheureusement, comme pour l'autre, c'est la partie et la roue avant qui est revenue dans la face du pilote. J'ai entendu donner des idées, les uns et les autres, surtout vous, Jean-Pierre Jabouille et Philippe Alliot. On espère d'ailleurs que les gens de la fédération qui prendront des décisions importantes demain auront regardé cette émission, puisqu'ils n'ont pas souhaité y participer apparemment. Vous donnez des idées. Il y a toujours eu des idées, parfois extraordinaires, dans la Formule 1. Et puis il y a eu des interdictions. On va en voir quelques-uns. Regardez cette enquête d'Yves Géniès. 1976, véritable révolution technologique. La Turbo fait son apparition aux mains de Patrick Depailler. Toujours en 76, la Ligier dispose désormais d'une prise d'air démesurée. Certes, le moteur devait être bien gavé, mais le CX fortement compromis. 1977, c'est l'apparition des moteurs turbo. Le turbocompresseur est un accessoire qui s'ajoute au moteur. C'est le turbocompresseur, il est composé de deux parties. Une partie turbine et une partie compresseur. Un an plus tôt, Suède 1978. La Brabham équipée de la turbine aspirateur fait son apparition. Avec cette dépression, la F1 était littéralement collée au sol. Elle n'aura roulé qu'un seul Grand Prix. 1979, après les jupes souples, c'est l'apparition des jupes rigides, rétractables, en fonction du revêtement. 1981 verra l'interdiction des jupes rétractables suite au terrible accident de Patrick Depailler sur ce même circuit de Koenheim en août 80. 1983, c'est l'interdiction de toutes les jupes. Long Beach 1981, Lotus dévoile sa formule à deux coques qui était aussi équipée d'un système de double suspension. Elle n'a jamais couru.
1984. L'appui aérodynamique est toujours le cheval de bataille. Apparition des doubles ailerons réglables. « 1993, voici l'apogée des ingénieurs et électroniciens, avec des suspensions qui deviennent actives et malheureusement réactives. » Voilà donc une succession d'interdictions, de créations. C'est quand même un domaine où on invente des tas de choses. Ça, c'est très bien. C'est ça que doit faire demain la Fédération, à votre avis? Ils doivent inventer quelque chose? Alors, je pense que la seule solution, c'est le dialogue, mais surtout écouter des gens très très compétents. Ce que j'ai peur demain, c'est qu'il y ait une décision un peu drastique et surtout médiatique. Alors une pour Monaco, ça c'est sûr, tout le monde le dit, tout le monde le pense, c'est au sujet du ravitaillement, parce que c'est Monaco. Peut-être faire quelque chose sur le plan aérodynamique tout de suite, ou en tout cas tout de suite après Monaco, mais surtout gérer l'avenir, aller très vite, parce que il faut absolument, comme on l'a dit, réduire l'appui aérodynamique des voitures, peut-être même la puissance des moteurs d'une certaine manière pour les années futures, mais surtout rester très, très vigilant. C'est que dans le dialogue qu'on y arrive, et là pour l'instant il n'y en a pas. Gilles. Alain, la bagarre entre les ingénieurs des écuries et les ingénieurs justement des autorités, on dit un truc qui serait simple, c'est de supprimer carrément les fonds plats, mettre le fond escalier. Mais les fabricants de moteurs ne veulent pas. Pourquoi? On peut peut-être demander à Jean-Pierre Jabouille. Ils veulent pas tout de suite. Non, alors là, franchement, les fabricants de moteurs, certains ne veulent pas parce qu'effectivement, il faut faire quelques modifications sur les moteurs. Mais que l'on demande à un constructeur moteur ou de châssis, dès l'instant qu'on veut faire une modification, ils seront contre, ça c'est clair. Donc, comme en plus, il y a un peu un clan, je dirais, du côté de la Manche, qui est en même temps avec le pouvoir à l'heure actuelle et qui fait que les gens s'arrangent un petit peu comme ça. C'est certain qu'il faudrait que les choses soient traitées d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus réaliste avec tous les gens concernés par le problème. Gérard Larousse explique pourquoi, en supprimant le fond plat, parce que bon, une explication claire, pourquoi avec un fond à l'escalier les voitures tiendraient moins la route? Pourquoi avec un fond à l'escalier? Parce qu'on diminue l'effet de sol et je pense que c'est une très bonne modification qui est prévue pour l'année prochaine. Malgré tout, il faut se rendre compte que cette diminution de la largeur qui est autorisée pour l'emplacement qui est réservé aux moteurs fait que tous les moteurs doivent être modifiés. Donc ça rend obsolète un certain nombre de moteurs, notamment les moteurs que nous utilisons aujourd'hui, et ça coûtera de l'argent. Est-ce que vous, Gérard Larousse ou Jean-Pierre Jabouille, vous en parlez de ça avec le président de la FOCA, avec le président de la Fédération internationale? Est-ce que vous en parlez de vos idées, de tout ça? Ou est-ce que vous n'en parlez pas? Non, mais si, on peut peut-être pas directement avec lui, ou quand on en parle directement avec lui, c'est dans un paddock comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des pressions entre les dirigeants et les différents constructeurs qui font que, je ne veux pas dire qu'il y a un copinage, mais les gens s'arrangent un petit peu entre eux, et c'est pas souvent la meilleure solution ou la solution la meilleure pour le sport automobile qui est retenue. Moi, je vous ai entendu dire des choses terribles. Je suis complètement extérieur. Je vous ai entendu dire des tas de choses terribles sur l'ambiance. Ça a l'air extrêmement dur, la Formule 1. C'est dur, oui, c'est dur parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un objectif prioritaire aujourd'hui pour les dirigeants, c'est de faire de la Formule 1 un spectacle. Alors, c'est très très bien. On a parlé à un moment de technologie, des choses comme ça. À la base, pour moi personnellement, c'est du sport. C'est vrai que les gens aujourd'hui qui vont penser le règlement ne vont pas spécialement penser à la sécurité. C'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, notamment cette année, on a instauré une nouvelle réglementation à la base pour avoir plus de spectacles et pour avoir les voitures plus proches les unes des autres. C'est louable, c'est bien, mais plus de spectacles, les ravitaillements au détriment de la sécurité, non, ça, et tout est un petit peu basé là-dessus. Alors aujourd'hui, faire discuter les ingénieurs et dire qu'un motoriste n'est pas d'accord pour telle ou telle chose qui va améliorer la sécurité, c'est ça qui est criminel et c'est ça qu'il faut dénoncer. Alors est-ce qu'il faut avoir le même groupe de personnes qui travaillent pour les règlements techniques et un autre pour la sécurité? Ça, c'est encore à réfléchir. Juste un exemple, tout à l'heure on parlait aussi des pilotes. Moi j'ai participé à une ou deux réunions de la commission de Formule 1, mais de toute façon dans les statuts, dans la règle, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche et vous n'avez pas le droit de voter. Donc si c'est juste pour aller boire un coup avec ces gens-là, j'ai pas très envie. Voilà. Vous êtes d'accord, les autres qui sont là, les autres pilotes, on privilégie le spectacle au détriment de la sécurité? Olivier Panis, par exemple? Que oui, parce que je crois que la Formule 1 avant tout est un sport. C'est vrai que c'est un sport de pilote, mais je crois que
Maintenant, c'est peut-être toujours un sport, mais c'est quand même assez, quand même, je pense, politique. Moi, je suis un jeune pilote qui arrive là-dedans, mais je crois qu'il y a beaucoup de parler entre gens qui sont la FIA, qui parlent qu'entre eux et avec personne d'autre, qui parlent peut-être plus d'argent que de course. Donc, je trouve ça assez dramatique. Alors, l'une des mesures spectacle, pour assurer le spectacle, c'était les ravitaillements. Ça va peut-être être supprimé. Ça pose des problèmes. Ça posera des problèmes, ces ravitaillements, notamment à Monaco dans 15 jours. Et on a vu ce qui a failli se passer avec ce qui s'est passé avec l'accident dans les stands d'Imola. Les stands, c'est l'un des problèmes actuels de la Formule 1. Regardez cette enquête. Et là, on voit que la roue, c'est terrible, ce qui se passe là. C'est la roue qui se décroche. Oui. Et c'est à ce moment-là que Jean-Louis Moncey, qui commentait la course en direct, nous a dit à tous, il faut arrêter la course. Il a raison. Et là, dans les stands, il y avait des blessés. Là, il y avait un problème grave de sécurité. Et la direction de course, les responsables, n'ont pas arrêté la course. Jean-Louis Moncey, à votre avis, ils ont fait une erreur? Écoutez, en tout cas, le règlement est clair. Si le circuit est impraticable, et quand on dit circuit, on dit la piste et on dit les stands, eh bien, le directeur de course a à sa disposition le drapeau rouge pour arrêter la course. Et là, il devait le faire parce qu'il y a une ambulance qui est arrivée à contresens, il y avait des secours qui devaient arriver et par conséquent, il n'y avait aucune raison. Et là, on a vu des images d'archives de Monaco juste après l'accident qui s'est produit dimanche. On voit que là, les stands sont encore plus petits et il faut absolument que des décisions soient prises demain. Alain Prost, vous êtes d'accord aussi? Complètement d'accord. Vous savez, il y a une chose pour moi fondamentale en ce qui concerne l'accident des stands, c'est que le pilote, c'est quand même son métier, il est payé cher normalement pour courir, il sait un peu les risques qu'il prend. Maintenant, il y a quand même un vrai problème d'éthique parce que les mécaniciens, eux, il n'y a pas de raison qu'ils prennent autant de risques, sinon plus que les pilotes dans les stands. On fait prendre des risques incroyables. Il y a plus de 200 mécaniciens dans les stands maintenant, et je trouve que c'est pas normal, surtout que c'est des décisions qui peuvent être prises très, très rapidement. Gérard Larousse, vous êtes d'accord? Complètement. Je crois que j'avais demandé, j'ai toujours été contre les ravitaillements, mais surtout contre la vitesse des voitures dans la ligne des stands. Et je crois que des modifications peuvent être prises là très très rapidement et dès Monaco pour réduire cette vitesse des voitures. Il y a beaucoup de moyens pour le faire, ne serait-ce que de simples radars que les gendarmes utilisent contre nous peuvent servir à limiter cette vitesse à, mettons, 70-80 km/h dans les stands et éviter que les mécaniciens jouent les toréadors comme ils le font aujourd'hui. C'est absolument inadmissible et je crois que là, on a voulu privilégier le spectacle, ça n'apporte rien et je crois qu'il faut absolument prendre des mesures extrêmement rapides pour Monaco. Un dernier thème avant de conclure cette émission. On parlera de votre passion à tous malgré tous les problèmes et c'est pourquoi vous continuez à vous battre pour la Formule 1. Un dernier thème quand même, c'est celui de l'argent. Est-ce que l'argent noie complètement la Formule 1 aujourd'hui? Qui veut répondre à cette question? Personne. Je peux répondre. Alain. Responsabilité oui. quand même. Allons-y. Non, je crois qu'il faut pas confondre parce que il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans la Formule 1 et tout le monde, pas tout le monde d'ailleurs, mais beaucoup en profitent et en ont profité, en profiteront encore. Mais il y a beaucoup de choses dites qui sont de toute façon pas vraies, notamment d'abord au niveau des pilotes, parce qu'il y a 4-5 pilotes qui gagnent beaucoup d'argent. Il y en a la majorité qui payent pour courir, comme Paul le disait tout à l'heure. Donc il faut quand même relativiser. Mais ce n'est pas les sommes d'argent intrinsèques qui sont discutables, c'est la manière de gérer les choses et de justement, par exemple, choisir un circuit, un endroit où on va pour au détriment encore une fois de la sécurité, pour des raisons d'argent, de pas arrêter la course pour des raisons de retransmission télévision, encore une fois pour de l'argent, en ce qui concerne encore la sécurité, par exemple 89 sous la pluie en Australie, en 91 aussi pareil. Bon, c'est ça que je critique. L'argent, on en a besoin dans le sport et il y en aura de toute façon à mon avis de plus en plus. La seule différence entre notre sport et les autres, c'est que l'argent il peut tuer des gens ou pas. Et c'est ça qui est critiquable. Donc il faut savoir bien le gérer d'une manière correcte. Les grands constructeurs dépensent beaucoup d'argent. Ils ont besoin aussi de retomber parce qu'ils investissent et ils n'ont pas envie non plus de voir des choses comme celle de dimanche. Voilà. Gilles ?
Oui, l'argent, on parle d'argent aussi, les télévisions, on fait souvent des reproches. Je crois qu'il y avait Lionel Froissart qui voulait dire quelque chose là-dessus. Il y a aussi une chose, c'est que nous, effectivement, on a de plus en plus de mal à travailler. Il y a Patrice Burkhalter qui est là, qui est en salle de presse. On voit plus grand-chose, n'est-ce pas, Patrice, sur la F1 ? Tous les accès sont interdits, nous ne pouvons plus aller dans les stands, mais enfin, ça c'est normal avec les ravitaillements. Et même en salle de presse, je vois dimanche, ça a été catastrophique, car les organisateurs faisaient de la désinformation concernant l'état de santé d'Ayrton Senna. Nous avions des nouvelles de l'hôpital, très inquiétantes, et nous avons donné la mort cérébrale d'Ayrton Senna, il était 18h20. Nous avons donné la mort définitive d'Ayrton, il devait être 19h, et à 19h en salle de presse, on nous disait, les organisateurs vous demandent de ne pas croire toutes les rumeurs qui circulent à l'heure actuelle sur l'état de santé d'Ayrton Senna. Oui, alors que dans le paddock, et à 19h15, bien après la fin de la course. À 19h15, un communiqué du docteur Watkins de la FIA qui disait, Ayrton Senna est dans un coma profond, mais il vit toujours. Ouais. Je voudrais revenir avec les pilotes, avec la passion finalement que vous avez. De temps en temps, on dit les pilotes de Formule 1 gagnent des fortunes. On comprend pourquoi en voyant encore ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qui tient la passion, malgré tous les problèmes, qu'est-ce qui tient la passion d'un pilote, d'un constructeur, de tous ceux qui suivent? Qu'est-ce qui tient la passion pour le sport automobile? Philippe Alliot. Une réponse difficile. Une chose est certaine, c'est qu'on a vécu un week-end dramatique, tous. On a peut-être même un petit peu honte à un moment. Et puis tout pilote, probablement lundi, le mardi, aujourd'hui, à un moment donné, est en train de se poser la question de savoir est-ce que ça a une utilité, est-ce qu'on a raison de faire ce sport et est-ce que c'est pas justement le bon moment d'arrêter. Et puis les jours vont passer et je sais que la passion va reprendre le dessus parce que cette passion, elle nous tenaille depuis très longtemps. Alors, je sais que dans quelques jours, on aura oublié la mort d'Ayrton Senna, la mort de Ratzenberger et que cette passion aura repris le dessus et qu'on reprendra encore beaucoup de plaisir à conduire ces voitures parce que c'est vrai que conduire ces monstres, ça a été un but que l'on pensait tout à fait inaccessible quand on a démarré le métier de pilote de course et que conduire ces voitures de course, c'est un immense plaisir. C'est ce qu'Alain, c'est ce qui vous a fait hésiter parce que c'est le plaisir de conduire. Vous adorez ça plus que tout et ça vous êtes privé, avouez-le. Non, depuis être en Formule 1. J'ai eu un petit doute pendant l'hiver, mais après quand j'ai fait l'essai de McLaren. Je me suis dit donc que j'étais plus assez motivé, que la décision était la bonne, mais c'était important pour moi d'être sûr parce que peut-être que pendant tout l'hiver et puis maintenant je me serais posé des questions. Maintenant je m'en pose plus du tout. Mais pour continuer à ce que Philippe disait, notre passion elle est très perverse en réalité parce que les gens le savent et ils jouent là-dessus. Quand je disais l'année dernière et même pendant l'hiver, vous savez quand vous êtes derrière un volant et quand vous êtes pilote de Formule 1, vous avez vraiment besoin que les gens vous supportent. Et les gens qui sont le plus supportés sont aussi les plus motivés. Ayrton était quelqu'un vraiment d'adulé et ça décuplait aussi les forces. Et les gens le savent, notamment les gens du pouvoir sportif. Et ce que je reproche le plus à ces gens-là, c'est le manque de respect qu'ils ont pour l'homme et notamment pour le pilote. Parce qu'ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens remonteront dans leur voiture. Et c'est pour ça qu'elle est perverse, cette passion. Pour comprendre encore un petit peu plus pourquoi il doit y avoir en priorité ce respect envers les pilotes, on va pas tout de suite terminer cette émission, mais presque avec, écoutez, Ayrton Senna qui nous parle de sa passion. At a given day, a given circumstance, you think you have a limit, and you then go for this limit, and you touch this limit, and you think, okay, this is the limit. As soon as you touch this limit, something happens, and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high. Philippe Streff, vous étiez encore avec Senna samedi, vous avez parlé de sécurité avec lui. Passion, vous l'avez tous les deux, la Formule 1, il faut la sauver, il faut la développer, il faut la rendre encore mieux qu'elle n'est.
Bien sûr, j'étais très proche de Senna et de l'écurie Williams en particulier, étant associé avec Frank Williams pour l'éventuelle reprise de l'IG actuellement. Et j'ai beaucoup discuté samedi après-midi avec Ayrton lorsqu'il s'est fait jeter de la direction de course, justement après les essais. Et je me suis beaucoup battu également avec Alain Prost après mon accident en 89 et 90 pour justement recréer ce fameux GPDA, Grand Prix Driver Formula Association. Et avec Alain, qui était encore en activité, nous avons réussi à rien. On voulait créer comme en moto une unité médicale mobile. D'ailleurs, Gérard Saillon nous a beaucoup aidé, puisqu'il s'est occupé de moi dans les 2 ans qui ont suivi mon accident. Il pourra en parler mieux que moi. Oui. Bon, je voudrais qu'on arrive presque au terme de l'émission maintenant. On a dit beaucoup de choses, pas tout, je pense, sur la Formule 1. Les obsèques d'Ayrton Senna auront lieu sans doute jeudi. Sa dépouille est en ce moment même transportée vers le Brésil, où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Laurent Bazin. Vous êtes en direct avec nous au téléphone à Sao Paulo. 3 jours de deuil national. Vraiment, Senna était une idole, car il y a la passion des pilotes, mais il y a la passion de tout un peuple là-bas. Laurent Laurent Bazin. C'était une idole, je crois, Jean-Pierre, Ayrton Senna. Ayrton Senna, c'était presque un dieu au Brésil. Et quand on dit un dieu, c'est important. Le Brésil est un pays catholique, très croyant. Nous avons rencontré des gens ici qui nous disaient Ayrton Senna, il est juste en dessous de Dieu, mais vraiment tout près. C'était presque son fils. Vous avez rencontré des gens complètement passionnés, désespérés par la mort de Senna, ou des gens qui veulent encore regarder d'autres pilotes en Formule 1, se recréer d'autres idoles? Les fans que nous avons rencontrés, on les appelle comme ça ici, les fans, les supporters des grands clubs de São Paulo et du Brésil, nous disent que la Formule 1 sans Senna ne sera plus pareille. Le Brésil compte un grand nombre de pilotes de talent et de pilotes d'avenir. Les circuits de kart sont très développés au Brésil et produisent de très très bons pilotes chaque année, mais ceux qui étaient les partisans, les supporters d'Ayrton Senna disent sans Ayrton, ça ne sera plus pareil, c'est terminé. Ces obsèques auront lieu jeudi, Laurent, c'est ça? L'enterrement aura lieu jeudi. Demain est prévue une cérémonie qu'on pourrait presque qualifier de grandiose et qui est à la mesure de ce que Senna représentait pour ce pays. Senna, vous l'avez dit, le corps de Senna est rapatrié en ce moment. Il a pris un avion à Paris. Il arrivera demain matin à l'aube, ici à São Paulo. Il sera à peu près midi, heure de Paris. Il entrera dans l'espace aérien brésilien escorté par la patrouille du Brésil. Il y aura sans doute des centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million, peut-être 2, à l'attendre à l'aéroport, à l'attendre sur le chemin du cortège en ville. Dans le cortège, quasiment tous les taxis de la ville, les motards officiels. On a envie de dire, c'est un cortège mortuaire pour un chef d'État. Et c'est sans doute plus que ça. En tout cas, Ayrton Senna inspirait une passion à tous ces Brésiliens qui est tout à fait impressionnante pour quelqu'un qui est étranger à ce pays. Merci Laurent pour ce témoignage. Pendant que vous parliez, nous avons vu les images aussi de gens extrêmement tristes à Bologne ce matin, à Bologne où devant l'hôpital où était le corps d'Ayrton Senna, des milliers de gens jusqu'à ce matin, eh bien, ont veillé. Ils voulaient voir leur idole aussi partir. Il y aura aussi une messe lundi